Merci. Bonjour, Marcel Gauthier du Mont-Saint-Hilaire. Rapprochez-vous un peu du micro. Ma question s'adresse à M. Bénéen. Si en 2013, l'EES décide d'autoriser, entre autres, votre compagnie à forer, et que là où vous forez, vous n'avez pas d'acceptabilité sociale, que faites-vous? On a dans une présentation pour notre actionnaire en 2010, je leur ai dit qu'on doit avoir de nouveaux lois, l'acceptabilité sociale, et aussi on doit avoir le prix et les choses économiques, et aussi on doit avoir plus d'informations techniques. Ces quatre choses. Pour moi, la relation entre les fermiers, les gens de la région et le compagnie est la plus importante relation pour le succès de notre industrie. Si on n'a pas une bonne relation avec les propriétaires de terre, c'est très difficile, peut-être c'est impossible pour nous de réussir. Ma question, c'est est-ce que vous forez ou non dans un endroit où il n'y a pas d'acceptabilité sociale? C'est oui ou non comme réponse? On doit avoir toutes les choses, incluer la social acceptability, avant qu'on forêt. Ça parle de l'acceptabilité. C'est pas une chose, quatre choses. C'est pas seulement une chose, quatre choses. Mais vous me motivez à continuer dans le comité de citoyens. Je voulais juste m'intéresser un peu là-dessus. L'acceptabilité sociale, c'est que la majorité de la population accepte. Puis je pense que le développement va se faire avec les principes du développement durable aussi. C'est écrit dans notre loi au Québec. Okay. Je pense que la loi aussi va dicter ça. Puis, il y a des négociations. Avant qu'on aille de l'avant, ça prend des négociations avec l'UPA, l'Union des municipalités du Québec. Il n'y aura pas de rien qui va aller avant que ces organismes-là aient donné de l'avant. L'organisme est venu S'il vous plaît. notre terrain S'il à vous plaît. Saint-Hilaire. Pardon, excusez-moi. Personne soit au courant. Ça, c'est vous. Oui, mais OK, ça, je peux répondre à ça parce que c'est moi personnellement. Oui. La mairie puis les conseillers municipaux étaient au courant. C'est faux. J'ai les emails. C'est faux. J'ai les emails que j'ai Vous envoyés. avez intérêt à les publier. Non, mais Pas du tout, parce que je ne vais pas là pour me battre. If the landowners don't want us there, we don't want to be there. Non, that's true. C'est vrai. Si les propriétaires ne veulent pas qu'on soit là, mais on n'ira pas. On ne va pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et Tu sais, on a regardé, il y a une bonne relation entre les fermiers et les gens de la petite ville et Calgary, parce que l'industrie de pétrole et gaz a besoin de les fermiers et a besoin d'accès de terre. S'il n'y a pas une bonne relation, il n'y a pas une industrie pour nous. C'est absolument nécessaire d'avoir une bonne relation avec les propriétaires de la terre. En Saskatchewan, il y a, pour notre projet, il y a 8 ou 9 par 10, 80 ou 90% de les propriétaires de terre qui veulent qu'Ester va retourner chaque année. Mais il y a toujours 10 ou 20% qui n'aiment pas notre industrie. En Saskatchewan et en Alberta aussi. C'est pas possible pour tout le monde de be happy. je sais que M. Durand avait une petite intervention très rapide. Alors. Oui, juste sur ça, deux choses. Un, M. Vincent Perron, porte-parole de l'Association pétrolière et gazière du Québec, a répondu à ça quand les gens ont déposé les pétitions « Vous n'entrerez pas chez nous ». Il a dit tout simplement « Nous irons à 3 propriétaires plus loin ». Alors, vous voyez, le problème est toujours pensé pour l'accès à la foreuse. À partir du moment où on fore à l'horizontale,
Les compagnies ont la loi derrière eux et ils ont la technologie pour se passer complètement outre cette acceptabilité sociale. L'autre chose sur laquelle je voulais vous dire, c'est l'acceptabilité sociale, c'est le nœud du problème actuellement pour les compagnies parce que vous avez formé des comités de citoyens et c'est la raison pour laquelle, plutôt que d'envoyer des spécialistes de Calgary, des ingénieurs géologues venir répondre à mes questions et des chimistes venir répondre aux questions de mes collègues qui sont des scientifiques, on engage des relationnistes, on engage des anciens politiciens. Tant mieux, c'est leur image qui est achetée pour avoir une bonne image dans l'industrie, mais ce n'est pas là, tant qu'on va être à ce niveau, tout le temps pour se préoccuper de l'acceptabilité sociale et de l'image des compagnies, financer des clochers d'église, c'est bien beau, on n'est plus au temps du Plessis. Moi, ce que je veux, on est dans un débat scientifique. Il faut qu'on ait des réponses à des questionnements scientifiques et technologiques. Et ça, pour l'instant, c'est zéro depuis 1 an et demi que j'ai mis mes documents sur Internet. Merci. Nous allons passer donc à la prochaine question. Je voudrais répondre là-dessus parce que ça, je me sens attaqué personnellement à ce niveau-là. C'est pas personnel. Non, mais puis, on prendra pas les gants de boxe. Mais depuis le début du débat, quand on a parlé de spécialistes de l'industrie, automatiquement, il était discrédité. On veut tout le temps avoir des spécialistes de l'extérieur de l'industrie qui ne sont aucunement rattachés. C'est la raison pourquoi les spécialistes qui sont dans l'industrie ne veulent pas venir, parce qu'ils se font discréditer en partant parce qu'ils travaillent dans l'industrie. La réponse, elle est là. Si les gens sont prêts à accepter les réponses des gens sans les discréditer puis sans les chahuter, OK, mais à ce moment-là, peut-être que les gens viendront. Mais c'est la réalité. Non, pas nécessairement être gentil, parce que regardez, moi, je suis ici. Je mordrais personne qui viendrait, assurez-vous. Ouais. Je suis un Gaspésien. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre belle passion qui fait plaisir à voir. Mais nous allons passer donc à la prochaine question. Bonjour, mon nom c'est Christelle Lefebvre. D'abord, je voulais remercier tous les panélistes qui sont là. Je voulais particulièrement remercier M. Binion, qui vient quand même de loin. Puis je voudrais le remercier particulièrement parce que vous avez reconnu qu'il y a des risques dans l'industrie, que l'industrie n'est pas parfaite et qu'il y a beaucoup d'améliorations technologiques à faire. Et surtout, vous avez reconnu qu'au Québec, on n'a pas les lois et les règlements qu'il faut pour commencer cette exploitation-là. Donc, je vous remercie d'avoir reconnu ça. Je remercie M. Lévesque aussi d'avoir reconnu que c'est à la base d'insister pour que les lois se passent. Dernièrement, on le voit comment la base est écoutée. Donc, permettez-moi de douter que ça va faire. Ceci étant dit, j'ai plusieurs questions. Les 3 premières, ça demande un oui ou un non. C'est tout, donc ça va aller vite. D'accord? Est-ce qu'il existe des scientifiques indépendants qui sont en faveur de l'exploitation? Je peux répondre. Oui ou non? OK, oui, Pourquoi ils ne sont pas là? parce qu'ils n'ont pas été invités. Ah, pourquoi vous ne les avez pas invités? C'est pas moi qui ai organisé cette soirée. Vous avez peut-être un petit pouvoir d'influence là-dessus quand même. Pas du tout. Est-ce que je compte ça pour les 3 questions d'un coup? Ah, voilà. Monsieur Lévesque, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un petit peu, je ne sais plus le terme que vous avez dit, mais que ça vous dérangeait de voir qu'on montre des images de pluie, de forage de surface. Ma question c'est, est-ce que vous en avez des images de pluie en profondeur qui vont nous prouver que ce n'est pas la même chose? Oui. Ils sont où? Vous m'avez demandé de répondre par oui ou par non tout le temps. OK. Mais l'image de fracturation. Oui. La vidéo. Bien, on va le mettre présentement. L'image que vous allez voir, c'est une image de micro-sismique qui représente exactement où les fractures se font en profondeur. Vous allez voir les profondeurs, puis vous allez voir le monitoring qu'on fait. C'est un petit vidéo qui dure 2 minutes. C'est pas... OK. Ici, en surface, vous voyez un puits multistage. Vous avez 3 plateformes de puits côte à côte que vous voyez là. Parce que normalement, il y a du son, mais... Non, mais c'est pas grave, je ne peux pas le mettre. Puis c'est en anglais, c'est la compagnie Microsismique. Ça montre exactement la façon qu'on fait le monitoring avec les moniteurs de surface quand on fait de la fracturation. Comment qu'on mesure, mais là vous le voyez, c'est par triangulation. Vous voyez 2 forces, c'est cette technique-là qui est employée.
Ça, c'est la partie peut-être un petit peu moins intéressante, mais dans quelques instants, vous allez voir des vraies images de fracturation avec le monitoring en 3 dimensions. Là, on voit le principe, qu'est-ce que ça fait quand tu fais une fracture, que le grain de sable rentre, ça fait un pas, ta roche casse, puis ça émet une onde sismique qui est captée. Bon, là, ce que vous voyez là, vous avez 7 puits qui sont côte à côte, c'est une multistage. Quand on parle de gros volume, ça, c'est du gros volume. OK. Chacune des bulles que vous voyez apparaître, c'est des fractures qui sont en profondeur. Sur l'image de droite, vous voyez dessus, mais sur l'image de gauche, vous voyez une coupe transversale exactement où sont chacune de ces fractures-là. Là, on parle d'une fracture à 3000 pieds de profondeur, qui est environ 1000 mètres. Puis, sur cette image-là, ce qu'on voit, c'est que la compagnie qui a fait ces 7 forages-là aurait eu probablement intérêt à en faire 3, puis il y aurait eu les mêmes résultats au niveau de la récupération. Mais ce qui fait qu'on sait où on s'en va, c'est le micro-sismique. On ne fait pas ça à l'aveuglette. Donc ça, c'est des images que vous disiez que vous avez? Oui, ben c'est du micro-sismique. OK, ça, c'est des images de synthèse. Oui, bien tout à fait. Non, mais c'est des images... des super beaux films qui ne seront jamais réels. Oui, tout comme Gazan, tout comme... Monsieur ici nous a montré des vraies images. Ah, tout à fait, des images de surface, de tunnel. Des vraies images. Non. En profondeur. Non. Qui vont nous prouver ce que vous disiez, que c'est pas pareil à cette profondeur. Oui, mais ce qu'on a ici... Est-ce que vous en avez? Non. OK, merci. Une autre question. Vous avez dit tantôt que, M. Binion encore, vous aviez dit qu'on doit rapporter les fuites qui existent. Selon quelle loi au Québec on doit rapporter ces fuites-là? Et aussi, est-ce que ces lois, est-ce que ces rapports-là sont aussi soumis à la confidentialité, donc personne de la population sera au courant au Québec? Emission. Under what law you have to report emission and leak on a well? Je ne sais pas la loi pour Gaz Metro ou Trans-Canada Pipeline, mais les chiffres dans le site web de Trans-Canada Pipeline et Gazmet, je ne sais pas la loi. En Colombie-Britannique, il y a... Au Québec, il n'y a pas de loi pour nous au Québec. Absolument. Il y a 4 choses pour le développement de gaz naturel local de procéder. Il y a 4 l'acceptabilité sociale et aussi le nouveau loi aussi. On doit avoir pour exploration, la loi aujourd'hui est pas mal, mais pour le développement, c'est pas bon. C'était l'industrie en 2009 qui a demandé au gouvernement de Québec pour une nouvelle loi parce que on connaît que la loi est pas bon pour le développement de gaz naturel. OK. Excusez un instant, je voudrais répondre parce que moi j'ai la réponse. C'est la loi sur la qualité de l'environnement, c'est du domaine public. Écoutez, Martine Ouellet, députée du Parti québécois, a dû effectivement faire appel à la loi d'accès à l'information. L'information était cachée. En forçant le gouvernement à la divulguer, elle a publié une liste de mesures qui ont été faites sur le terrain par rapport aux fuites, puis c'est de façon très incomplète. Et moi, j'ai été renversé par la procédure employée, parce que c'est vraiment pas scientifique de mettre un... Vous avez vu ça, ceux qui ont vu le reportage de découverte. Donc, ils ont une technique absolument rudimentaire. S'il y a journée de grand vent, ils ne détectent pas de fuite, parce qu'ils creusent un trou à la pelle, ils mettent le détecteur. Si vous faites ça une journée qui vente, vous ne détectez rien. Oui, puis on a vu aussi des images dernièrement en Alberta où il y a des fuites de pétrole qui ne sont pas rapportées. Puis qui sont... Tout à fait. Il n'y a pas d'obligation. OK, je voudrais juste faire un commentaire sur les dernières interventions. Ça prouve que c'est nécessaire d'avoir une loi stricte et établie au Québec. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés, puis je veux remercier l'intervention de la dame.
Ça prouve juste qu'on a du travail à faire en tant que population avant de pouvoir aller de l'avant. Puis je pense qu'on s'en va sur le bon chemin. Merci. Bonsoir, mon nom est Pierre-Luc Gagnon, je suis citoyen de Kingsbury. Ceux qui ne connaissent pas Kingsbury, c'est un petit village, une centaine d'habitants, dans le milieu de la forêt, des marais. On est clémé. Et rumeurs, apparemment, il y aurait des terrains déjà achetés dans Junex. Je trouve la confirmation. Vous parlez, M. Lévesque, du cadre réglementaire nécessaire au Québec. Vous avez même parlé de réglementation qui est insuffisante. Moi, chez moi, ça me concerne particulièrement aussi parce que ma cave est en terre battue, comme d'autres maisons de ma communauté. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à attendre que les technologies soient suffisamment efficaces pour aller retirer non pas 20% de la ressource, mais aller retirer un taux, disons, plus intéressant pour que les éliminations dites fugaces, là, qu'on n'en parle même pas de ça, qu'on soit rendu à 80-90% de la ressource, est-ce que vous êtes prêt à attendre le temps qu'il faut? D'où la recherche pour arriver à ces chiffres-là va venir. On doit faire cette recherche-là ici, avec nos chercheurs. OK, donc notre territoire va servir de laboratoire expérimental? Absolument pas. Je crois qu'on a l'expertise avec les chercheurs québécois puis les ingénieurs québécois pour arriver aux méthodes pour pouvoir réaliser ces choses-là. Puis je pense que éventuellement, ces choses-là devront être faites et prises en considération dans la loi. Mais, puis je ne peux pas parler pour la compagnie VNEC, je n'ai aucune idée de quel genre de procédés qu'ils ont chez vous, qu'est-ce que c'est qu'ils vont venir faire ici. Je ne peux pas rien dire là-dessus. Vous ne serez pas prêt à attendre d'aller chercher plus de ressources? Pardon, excusez-moi, je suis persuadé que messieurs après vont être disponibles pour répondre plus en détail à vos frustrations, aussi à vos angoisses. Excusez-moi, donc, en fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent poser des questions, qui veulent certainement avoir des réponses, et ces messieurs se sont montrés disponibles pour la suite pour que vous alliez les voir et que vous puissiez discuter de tout ça avec eux. Merci. Bonjour, Rémi Perrin, journaliste indépendant. Dans la démonstration que nous a faite M. Durand, à un certain moment, il y avait une diapositive qui nous montrait qu'un puits, 150 jours plus tard, il y avait quand même 90% de moins de production qu'on réussissait à aller chercher. Vous parliez, M. Lévesque, qu'avec, en exploitant le gaz de schiste, finalement, on allait vers l'indépendance énergétique pour le Québec. Admettons qu'on commence demain matin, qu'on fend 20 000 puits là, à partir de demain matin. Ça va durer pendant combien de temps, le gaz de schiste au Québec, avec ce qu'on pressent de la ressource? L'indépendance énergétique, on aurait pour combien de temps? Mettons qu'on a tous les avals nécessaires. Est-ce qu'on parle d'une histoire de 5 ans, 10 ans ou 25 ans avant que la ressource soit épuisée? Avant de parler, premièrement, d'une ressource, ils doivent continuer à prouver la ressource. Il y a encore plusieurs puits avant de l'évaluer complètement. Si vous regardez dans la géologie, il y a plusieurs types de formations aussi qui sont là. Autant au niveau du pétrole que du gaz, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont à développer. Puis, encore une fois, moi, je m'en remets à l'ingénierie des gens du Québec. Au niveau de la question de temps, c'est combien le Québec va pouvoir investir d'argent dans ce développement-là. C'est tout le temps une question, la question pour la rapidité. Je ne peux pas vous dire que ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans. Peut-être que ça arrivera jamais, puis peut-être qu'on va pouvoir commencer dans 2 ans. Moi, avec ce que j'ai vu dans mon fort intérieur, je suis persuadé que c'est un développement qui est sécuritaire. Okay? Puis j'ai 2 enfants, puis moi, personnellement, je pense que c'est important. Puis c'est important aussi au niveau de la pollution atmosphérique de réduire l'utilisation des pétroles lourds, du bunkérol. Puis je vois très bien l'utilisation du gaz naturel comme solution de transition pour l'avenir. On a parlé du biométhane. Puis ça, je pense qu'on doit s'en aller vers ça. On doit s'en aller vers le solaire, on doit s'en aller aussi vers l'éolien. On doit s'en aller vers toutes les formes d'énergie renouvelable. Je crois à ce développement-là, mais l'énergie de transition, on en a besoin, on doit déjà commencer à moins polluer l'atmosphère.
Est-ce que, bon, M. Binion disait, il y a des impacts, il y a des risques. Il le reconnaissait. Et je comprenais aussi de la présentation de M. Dinan que, au bout de 6 mois après la fermeture d'un puits, les compagnies ne sont plus responsables du puits en question. C'est exact? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Elles cessent de payer les redevances. De toute façon, vous êtes toujours collectivement propriétaire de la ressource. Les compagnies, j'expliquais, c'est comme un bail. Ils sont locataires d'un droit minier. Pétrole ou mine, c'est la même chose. Donc, la ressource est toujours dans le domaine public. Par contre, l'utilisation de la ressource, tant que des droits miniers sont payés, 10 sous l'hectare au Québec, c'est environ 2 sous par million de tonnes. C'est un record absolu, on n'a jamais rien vendu. Le minerai de shale, c'est un minerai gazier, 3% du volume, c'est du gaz. Donc, ils ont le droit de l'exploiter tant qu'ils paient les droits miniers. À partir du moment où eux déclarent que ce puits n'est plus rentable, ils cessent les opérations, ils cessent de payer les droits miniers, mais ils ont des procédures qui sont les lois actuelles du ministère de l'Environnement. C'est en gros boucher le puits sur un minimum de 60 pieds, 20 mètres, boucher en surface, couper la tête du puits, restaurer, et les inspecteurs passent 6 mois après pour s'assurer que la végétation a repris. Et c'est d'office, les compagnies sont maintenant dans le domaine public. C'est sûr qu'elles pourraient être toujours poursuivies s'il y a un problème, mais le cas de Mercier est assez... Ceux qui connaissent le cas de Ville-Mercier dans la région de Montréal, depuis 40 ans, le gouvernement de M. Boisclair doit le connaître, il était ministre de l'Environnement. Depuis 40 ans, le gouvernement s'est battu contre des compagnies d'hydrocarbures, des raffineries de Montréalais. Ça a changé de numéro, les compagnies ont été vendues, revendues. Il y a eu un BAP en 1994 qui a porté uniquement sur le cas de Mercier. Mais je veux vous dire que chacun des gestions de ces problèmes environnementaux, même si les compagnies ne sont plus là, de fait, c'est le domaine public à se démerder avec ça. Et on n'a pas réussi, dans le cas de Mercier, ni à obtenir gain de cause devant les tribunaux en poursuivant les compagnies, et ni à avoir une amorce de début de travaux. Le permis avait été vendu 150 $. Mais est-ce que... Simplement vous remercier de votre présence encore une fois. Vous avez été presque parfait au niveau de la discipline. Néanmoins, vous avez quand même permis que les débats se tiennent aussi. Je remercie évidemment M. Binion, M. Levesque, M. Durand, qui ont pris la peine de venir vous exposer leur point de vue. Et je tiens à dire, par contre, une chose, j'avais quand même laissé... aux deux partis, finalement, le choix, la totale liberté de choisir qui allait défendre. D'un côté, les gens qui sont en faveur de l'industrie du gaz de schiste, c'est ceux qui allaient défendre, qui étaient opposés. Donc, pour ce qui est de l'identité des conférenciers, j'avais bel et bien laissé toute la latitude aux gens là, de le décider. Je tenais à le dire. Sur ce, j'espère que cet événement-là vous aura permis d'avoir de plus amples informations pour vous aider à vous faire une tête sur un enjeu qui, comme vous l'avez vu, est non seulement très important pour l'avenir du Québec, mais qui, évidemment, suscite énormément de questionnements. Alors, sur ce, un bon retour à la maison. Merci beaucoup d'avoir pris part à cet événement et on se souhaite de continuer à débattre de cette question puisqu'il est question de notre avenir ici. Merci. Merci, M. Boucher. Je désire remercier, en fait, je me nomme Christine Allary. J'ai organisé conjointement avec M. Boucher, là, puis avec les cocktails verts, cet événement-là. En fait, je désire remercier personnellement, puis au nom du réseautage écosocial, chacun des conférenciers qui sont venus ce soir, donc M. Durand, M. Lévesque et M. Binion. Je les remercie énormément de s'être déplacés pour venir, en fait, mentionner leurs points. Je vous remercie à chacun de vous aussi également dans la salle de s'être déplacés pour être venus assister à ce débat-là. Je pense que chacun, on en ressort plus grandi, on se fait une tête maintenant, on est plus capable maintenant de peut-être plus défendre notre point de vue à ce niveau-là. Je vous inviterai par contre, désolée, je désire également remercier beaucoup Thomas Renaudi qui est étudiant à la maîtrise en environnement, tout comme moi qui est en train de terminer aussi ma maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke, qui a fait également là, un travail de modérateur très bien, malgré l'ambiance, qui est parfois
parfois pas toujours évidentes, puis les enjeux également qui sont pas toujours évidents sur ce thème-là. Donc, je désire aussi remercier Thomas Renaudi aussi qui a fait un très beau travail. Je vous inviterai à chacun de vous, si vous avez envie d'échanger ensemble, de prendre le temps de réseauter. Il y a le bar en arrière qui est encore ouvert là, jusqu'à 10h ce soir si vous avez envie de réseauter ensemble. On est là tous, on est tous peut-être des professionnels, des gens qui travaillent tous dans un domaine quelconque. Si vous avez envie d'échanger ensemble, je vous invite à le faire. C'est vraiment la place pour ça. Puis je vous invite également là, à assister à d'autres cocktails verts qui vont avoir lieu éventuellement. Vous serez contactés si vous avez laissé vos courriels là, pour assister à d'autres événements sur un thème environnemental en particulier. Donc je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.